Élection sénatoriale demain. 337 candidats pour 88 sièges. Deux anciens ministres, Raymond Marcellin et Maurice Schumann, se présentent. L'UDR lance une vaste opération auprès de ses militants pour changer d'image de marque. Le gaullisme ne s'accommode pas longtemps de la consternation, précise Alexandre Sanguinetti. Jacques Delors, ancien collaborateur de Jacques Chaban-Delmas, critique la politique économique et sociale du gouvernement. C'est une nouvelle interview de 24 heures sur la Une. Au Honduras, après le passage d'un ouragan, le nombre des victimes n'est pas exactement connu, mais une grande partie du pays est dévastée. Le départ du 38e bol d'or motocycliste a été donné à 16 heures précises au Mans. À cette heure-là, il ne pleuvait pas, comme vous pouvez le constater. Les 60 motos de grosse cylindrée sont toutes parties. Leurs conducteurs doivent tourner pendant 24 heures sur le circuit Bugatti, qui fait, comme vous le savez, 4,5 km. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'était donc le départ du bol d'or que vous avez vu à l'instant. Et voyons maintenant, 4 heures plus tard, où en est la compétition, en appelant en direct Alain Schneider. À vous, Le Mans. Eh bien, où en sommes-nous à 19h46, c'est-à-dire, vous l'avez dit, Bernard Volcker, 4 heures environ après le départ? Eh bien, la lutte est très sévère, en tête, entre deux Kawasaki. La moto numéro 17, d'Yvon Duhamel et Christian Léon, et la moto numéro 7, Georges Gaudier et Alain Joly. En troisième position, pour l'instant, nous trouvons la Honda 860, pilotée par Gérard Debroc et Jean-Claude Chemarin. Quatrième, une autre Kawasaki, pilotée par Jean-François Baldé. Et enfin, cinquième actuellement, la BMW de Michel Rougerie et Helmut Danet. Le vent qui souffle depuis ce matin sur la région ne s'est pas calmé. Et depuis quelques minutes, eh bien, nous subissons la véritable gerbe d'eau surgissent dans le siège de moto qui tourne actuellement. Et on peut dire que la pluie va ralentir quelque peu les machines. Les pilotes de tête tournaient il y a un quart d'heure environ à 138 km de moyenne. La nuit s'annonce difficile, il va faire froid sans aucun doute. Un mot sur les deux concurrents que nous avons présentés dans notre émission de 16 heures. Eh bien, Marine à gauche et Gabriel Douago occupent en ce moment la 53e place sur leur Kawasaki numéro 14. Un seul abandon à signaler, celui de la Honda 1000 cm3 des Britanniques Darville et Boller, victime d'une chute. Nous vous retrouverons vers 23h dans 24 heures dernières. L'UDR a lancé cet après-midi l'opération 235 000 propositions. Les dirigeants du mouvement gaulliste demandent à chaque militant de faire des propositions pour que l'UDR retrouve une nouvelle image de marque. Plus exactement, trouve une nouvelle image de marque. Les dirigeants UDR ont décidé cette opération après les travaux d'une commission de réflexion qui a constaté que depuis l'élection présidentielle, l'UDR paraissait moins motivée. Les coups portés par les adversaires, avec des slogans comme par exemple l'État UDR, auraient finalement été relativement efficaces. M. Sanguinetti souhaite que cette autocritique permette aux gaullistes de reprendre l'offensive. Puisqu'il nous est arrivé ce que certains considèrent comme un échec, et qui n'est en tout cas qu'un demi-échec, il est tout à fait naturel que nous fassions notre autocritique et que nous voyions ce qui ne va pas dans le mouvement. Ça a été l'intention de l'opération 235 000 propositions que nous avons lancée. Ce malaise tient surtout à ce qu'effectivement, il y a toujours des problèmes d'organisation, si vous voulez. Nous nous trouvons un peu dans la situation de la vieille SFIO au congrès d'Épinay, qui a vu la renaissance du Parti socialiste. Eh bien, nous allons renaître. D'ailleurs, peut-on dire que nous soyons morts avec 180 parlementaires, c'est-à-dire 63% de la majorité à l'Assemblée nationale, et qui n'ont été élus qu'il y a 18 mois, pas 5 ans. C'est donc une opération vérité, une opération d'autocritique toujours nécessaire dans un mouvement politique, mais qui est vraiment un deuxième souffle. Mais il semble que l'UDR n'a pas encore trouvé son homme providentiel, son candidat à la présidence. Pensez-vous le trouver prochainement, justement, après cette journée de réflexion? Vous savez, les circonstances et les nécessités créent toujours les hommes. Et surtout, nous ne cherchons pas d'hommes providentiels. La situation de la France, pour le moment, ne nous paraît pas l'exiger. Et les hommes providentiels surgissent quand vraiment les situations sont dramatiques. La situation française est sérieuse, mais il y a un gouvernement que nous soutenons, il y a un président de la République que nous avons contribué à faire élire. Nous faisons donc notre devoir
de soutien, ce qui n'exclut pas les suggestions, les propositions, voire les critiques si nécessaire. Hier soir s'est achevée une campagne électorale qui, il faut bien le dire, n'a pas soulevé de passion. Pour le renouvellement du tiers du Sénat, seuls 40 000 électeurs, grands électeurs, désigneront 88 sénateurs. Cela dit, les hommes politiques suivront avec attention le scrutin de demain. Dans certains des 30 départements où l'on votera, les résultats auront en effet valeur d'exemple, notamment à cause des personnalités engagées dans la compétition. Contrairement aux députés, élus au suffrage universel, donc par l'ensemble des électeurs, les sénateurs sont élus, eux, par un collège électoral plus restreint composé de grands électeurs, les députés, les conseillers généraux et les délégués des conseils municipaux de chacun des départements concernés. L'élection des sénateurs, qui pour être candidats doivent être âgés d'au moins 35 ans, se déroule en un seul jour. Dans les départements ayant 4 sièges maximum à pourvoir, 28 départements seront dans ce cas demain, l'élection se fait au scrutin majoritaire à 2 tours. Les grands électeurs sont convoqués à la préfecture du département. Pour être élus au premier tour, qui se déroule entre 8h30 et 11h du matin, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Si ces conditions ne sont pas remplies, il y a deuxième tour l'après-midi entre 15h30 et 17h30, et où sont alors élus ceux qui obtiennent la majorité simple. Dans les départements qui ont à élire plus de 4 sénateurs, ce sera le cas demain dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, le mode d'élection est différent. Il se fait selon un système assez complexe, celui de la proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Le scrutin dans ce cas a lieu entre 9h et 15h. Voilà donc comment seront élus demain 90 sénateurs, des sénateurs qui entreront le 2 octobre prochain au Palais du Luxembourg, et cela pour 9 ans. Demain, 24 heures sur la une, spéciale élection sénatoriale. En direct du Sénat, résultats, analyses, commentaires. Rendez-vous en direct de 13h à 13h30, de 19h45 à 20h15 et après votre film du dimanche, vers 23h. Demain, opération spéciale élection sénatoriale, 24 heures sur la une. Antoine Courrière, sénateur du département de l'Aude, est décédé des suites d'une longue maladie. Président du groupe socialiste au Sénat, il avait participé à la conférence des parlementaires de l'OTAN en 1965 et en 1968 comme membre de la délégation française. Au Sénat, Antoine Courrière était membre de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Augmentation des restaurants et des loyers universitaires à partir du 1er octobre. Une décision prise par le Centre national des œuvres universitaires. La part payée par l'étudiant pour le prix du repas passe ainsi de 2,15 francs à 2,45 francs. Dans les cités universitaires, les loyers sont portés de 135 à 145 francs. Parallèlement à ces décisions, les bourses d'études vont être augmentées. Le gouvernement espagnol a décidé subitement d'exiger des Français qui veulent se rendre en Espagne un passeport en cours de validité. Cette mesure, entrée en vigueur hier après-midi, a pris de court les touristes et les transporteurs routiers. Des embouteillages se sont produits aux postes frontières. Les commissariats de Hendaye et de Saint-Jean-de-Luz ont été pris d'assaut par des personnes voulant obtenir un passeport. Les habitants de la Côte Basque, qui ont l'habitude de se rendre assez souvent de l'autre côté de la frontière, sont particulièrement gênés et vous voyez qu'il y a des embouteillages du côté d'Hendaye. La presse espagnole est unanime aujourd'hui pour applaudir la décision de son gouvernement. Depuis plusieurs semaines, ces journaux espagnols s'étaient lancés dans une vive campagne contre ce qu'ils appellent la bienveillance de la France à l'égard des terroristes basques. Un quotidien écrit même aujourd'hui, et je cite, « Tandis que le sang coule, nos terroristes professionnels trouvent une protection muette dans un pays voisin qui se dit notre ami. » Fin de citation. Le gouvernement français n'a pas fait de commentaires sur les accusations présentées à Madrid au sujet des nationalistes basques. Au ministère de l'Intérieur, on rappelle que les réfugiés se sont traités selon les normes du droit international.
Ce tourbillon nuageux dans le golfe du Mexique, c'est l'ouragan baptisé Fifi. Le voici tel qu'il apparaissait avant-hier sur les photos d'un satellite météo. Malheureusement, prévoir un cyclone ne permet pas d'en atténuer les effets qui sont parfois d'une violence inouïe. C'est le cas, semble-t-il, au Honduras, petit État d'Amérique centrale, comme le prouvent ces images. Le bilan serait très lourd, il s'élèverait à plusieurs milliers de morts. Des vents de plus de 200 km/h accompagnés de pluies torrentielles se sont abattus sur cette région, saccageant tout sur leur passage. On a même vu à la suite de ruptures de barrages, des maisons transportées par de véritables murailles d'eau sur le toit d'autres immeubles. De nombreux villages sont totalement détruits, plus de la moitié des plantations de riz et de bananes, principales ressources du pays, ont été dévastées et sont recouvertes par les eaux. Les grandes villes du pays également, comme la capitale, Tegucigalpa, sont durement touchées et le nombre des sinistrés augmente d'heure en heure. C'est un coup très rude pour l'économie du pays. Quant aux victimes, s'il est difficile d'en fixer le nombre exact, elles sont dues en grande partie aux inondations. On a vu les fleuves et les rivières charrier des centaines de corps. Toutes les mesures d'urgence sont prises, les pays voisins envoient leurs propres équipes de secours. Pour éviter les épidémies, les autorités ont donné l'ordre de brûler les cadavres. Fifi est en passe d'occuper le quatrième rang parmi les cyclones qui, depuis le début du siècle, ont semé la mort et la destruction. Avec la rentrée, une activité complémentaire de la classe a repris, le transport scolaire. Le ramassage, comme on l'appelle, est en fait un véritable service public destiné à aider les familles éloignées de l'établissement scolaire. Créé il y a 12 ans par l'Éducation nationale, ses utilisateurs n'ont cessé d'augmenter. Cette année, tous les records sont battus, avec 1,5 million de jeunes de 6 à 18 ans transportés, 19 000 cars utilisés, plus de 21 000 circuits. Ce transport scolaire est confié à des organisateurs, départements, communes ou parents d'élèves, l'État prenant à sa charge jusqu'à 65% du prix total. Quant aux familles, il leur est demandé une participation allant de 40 à 80 centimes par jour. S'ils se plaignent de charges trop lourdes et augmentent leur prix, les transporteurs, par ailleurs, améliorent la sécurité dans les cars. C'est un appareil de contrôle-graphe qui est destiné à enregistrer les départs du car, les arrêts du car, la vitesse aussi, tout est produit sur un diaphragme, mais également le kilométrage parcouru. La vitesse est graduée de 20 km à 100 km/h et les vitesses se calculent par des bords de 5 km par 5 km. Ces appareils sont obligatoires sur tous les véhicules dans le transport scolaire, de 10 places jusqu'à la plus grande capacité pouvant être acceptée dans les autocars. Ils sont tous tenus d'avoir cet appareil. À La Baule, une expérience en cours fait utiliser la ceinture de sécurité par les enfants. Cela leur apprend la prudence et peut éviter des chahuts pendant le trajet. On a du mal à faire respecter la discipline, d'empêcher les enfants d'aller d'un endroit à un autre dans le car, de fumer, de respecter une certaine discipline qui est nécessaire pour leur sécurité en fonction du chauffeur. À votre avis, est-ce que les enseignants devraient venir jusqu'au car pour assurer une montée en bon ordre? Il serait souhaitable que les organisateurs, sans que ce soit tout spécialement le corps enseignant, existent au ramassage et surtout pour repartir le soir. On souhaiterait, pour la sécurité des enfants, que la répartition des effectifs se fasse beaucoup mieux dans chaque véhicule. Chaque partie intéressée voudrait plus, le transporteur être mieux payé, l'organisateur très souvent une collectivité, voir sa participation réduite. Quant aux parents d'élèves, s'ils attendent pour leurs enfants sécurité, ponctualité et augmentation des services, ils réclament surtout la gratuité. Cette gratuité est déjà appliquée dans quelques endroits et l'État étudie son extension à toute la France. Après, on ne paiera plus pour aller jusqu'à l'école.
Si les fanas de moto ont le regard braqué sur Le Mans, les passionnés d'automobile, eux, ont l'œil fixé sur Nice, où vient de se terminer le Tour de France. Sans surprise d'ailleurs, puisque les deux ligiers de Larousse-Nicolas et de Darnis-Joubert finissent respectivement première et deuxième. Le troisième est Jean-Claude Andruet sur Lancia Stratos. Dernière partie sans histoire donc, malgré quelques incidents qui n'avaient rien à voir avec la compétition automobile. C'est ainsi que la course est restée bloquée pendant plus d'une heure du côté du Castellet par une manifestation de parents d'élèves. Il manque, paraît-il, un instituteur dans le village de Signes. Détail, Gérard Larousse n'est pas à Nice ce soir pour fêter sa victoire. Il avait laissé le volant à Nicolas hier pour se rendre en Italie où il doit disputer demain une autre course. Voilà pour l'automobile, mais le week-end verra aussi la reprise du championnat de France de rugby à 15 avec retour au système des poules. Il y en aura 8 avec de nouvelles règles dont l'autorisation de remplacer 2 joueurs blessés en cours de match et avec 2 clubs favoris, Béziers tenant du titre et Narbonne, finaliste malheureux l'an dernier. À signaler le premier résultat de ce championnat en poule G, Mérignac-Bassal 15-6. Autre reprise, celle du championnat de France de basketball. 16 clubs en compétition, dont 14 jouent ce soir et 2 seulement demain. Mais quel club? Le champion de France, Berck, rencontrera en effet Le Mans, son dauphin. Un beau spectacle en perspective. À suivre encore ce week-end la 6e journée du championnat de France de football 2e division. Sans Ajaccio, exclu du championnat par le groupement pour situation financière désastreuse, mais avec 2 matchs vedettes, Angoulême-Sedan dans le groupe A et Martigues-Chaumont dans le groupe B. Martigues où débutera un petit nouveau plein de talent du nom de Bernard Bosquier. Enfin, le nom du champion des conducteurs, connu peut-être demain à l'issue du Grand Prix du Canada de Formule 1, le Suisse Clay Regazzoni est le mieux placé pour remporter le titre. Oui, nous poursuivons la diffusion de nos entretiens exclusifs avec des personnalités politiques. C'est aujourd'hui Jacques Delors qui répond à nos questions. Avec cette interview, l'ancien conseiller pour les affaires sociales de M. Chaban-Delmas, qui ne se manifeste pas beaucoup depuis 1972, fait en quelque sorte sa rentrée politique. Jacques Delors, 49 ans. Aujourd'hui professeur d'université, il a été de 1969 à 1972 le conseiller économique et social de Jacques Chaban-Delmas, alors Premier ministre. Il a été également un des promoteurs les plus actifs de la politique contractuelle en France, politique visant à établir de nouveaux rapports sociaux au sein des entreprises. Pour 24 heures sur la une, Jacques Delors donne son point de vue sur la situation économique et sociale actuelle. Regardons autour de nous dans le monde. Que voyons-nous? L'inflation, le chômage, la spéculation et l'anarchie sur le marché des capitaux, des banques qui font faillite, les bourses de valeur au plus bas, bref, le désordre établi. En réalité, voyez-vous, c'est tout un univers qui craque sous nos yeux. Celui dans le cadre duquel nous avons réalisé depuis 30 ans, dans tous les pays développés, une croissance économique sans précédent. Cet univers craque d'une manière grave, et face à cette situation, la riposte internationale comme la riposte nationale sont insuffisantes ou inadaptées. On a l'impression que vous êtes tout de même particulièrement pessimiste. Écoutez, ce pessimisme est justifié par l'observation des réalités depuis 2 ans. En réalité, nous côtoyons constamment 3 précipices. Celui de la hausse des prix, celui de la récession et du chômage, et enfin celui du déséquilibre des échanges extérieurs. Comment, pour éviter de tomber dans l'un, ne pas tomber dans les 2 autres? Le problème n'est pas simple. Or, face à cela, j'observe que nos dirigeants manquent de prévoyance, de courage et de détermination. Et ce sont les mêmes depuis 2 ans. Ils ont changé de fonction, certains ont eu de la promotion. Rappelez-vous, après la crise du pétrole, à la fin de l'année dernière, le gouvernement français affichait la décontraction, laissait entendre que ses relations avec les pays arabes nous empêcheraient d'avoir des difficultés. Nous faisions cavalier seul sur le plan international. Il y a même un Premier ministre qui nous avait promis de l'essence pour Noël. Quel mépris pour les Français. Oui, mais enfin, ça c'était au mois d'octobre, et depuis le mois d'octobre, il y a eu l'élection présidentielle. Je vous le répète, les dirigeants sont les mêmes, et le comportement reste fondamentalement le même, même si on parle d'apparence nouvelle. En réalité, le grand vent du changement n'a pas inspiré à nos dirigeants plus de clarté et plus de souci de dialogue avec le peuple.
qu'observons-nous? Tout d'abord, une navigation à vue, des mesures prises les unes après les autres, alors qu'au contraire, il faudrait une détermination, voire loin et long, et recourir à la planification qui nous a tant aidés pour notre développement dans le passé. J'observe aussi les propos du docteur Tant-Mieux, une certaine décontraction, comme si l'on avait peur de dire la vérité aux Français, comme si on cachait aux enfants qu'ils ont de la fièvre. Et enfin, on nous met en parallèle les pays étrangers chez lesquels, hélas, cela va plus mal, mais c'est un raisonnement de gribouille. Qui nous dit que nous ne connaîtrons pas la même évolution? Vous ne pensez pas tout de même qu'il y a actuellement des facteurs d'optimisme? Oui, notre économie s'est considérablement renforcée depuis 20 ans. Les Français travaillent beaucoup et bien. Nos entreprises sont dynamiques sur le plan extérieur. Mais il reste quand même à extraire les deux virus, des comportements inflationnistes et l'égoïsme des groupes. Pour cela, il faut avoir la capacité politique de susciter le dialogue avec les Français et aussi l'effort de discipline nationale sans lequel rien n'est possible. L'essentiel est un problème politique. Or, de ce point de vue-là, il y a quand même un facteur d'espoir. Au cours de sa remarquable campagne présidentielle, François Mitterrand a présenté un ensemble de propositions sérieuses pour lutter contre la crise. Et nul doute que ces propositions ont accru l'audience et la crédibilité de l'union de la gauche. C'est un progrès pour notre démocratie, car il n'y a pas de démocratie sans alternance. Les Français savent désormais qu'une autre politique est possible, et qu'elle sera fondée sur l'assentiment populaire et sur une juste répartition des efforts demandés. En tant qu'homme de gauche, je ne puis que m'en féliciter et y voir un espoir pour l'avenir. Vous êtes le père de la politique contractuelle. Or, actuellement, les syndicats et le patronat négocient, et pourtant les syndicats estiment que ces négociations ne débouchent sur rien. Qu'en pensez-vous? François Gault, que diriez-vous d'un capitaine de navire dont le bateau prendrait l'eau et qui proposerait de discuter avec son équipage de la taille des bouées de sauvetage? Alors que faire? Eh bien, conformément à ce que demandent les organisations syndicales, il faut rénover les instances de planification et accepter de discuter devant le pays de la crise, faire un bilan de nos difficultés, des obstacles que nous aurons à surmonter et susciter précisément ce grand effort collectif sans lequel rien n'est possible. Il n'empêche que pratiquement patronat et syndicats se rencontrent 2 ou 3 fois par mois. J'ai toujours pensé que pour développer des relations professionnelles valables dans ce pays, il fallait laisser au patronat et aux syndicats la responsabilité et aussi le bénéfice de la négociation, quitte à ce que l'État fasse de son côté son devoir, conformément à sa conception de l'intérêt général. Or, le gouvernement donne l'impression fâcheuse de vouloir tirer la couverture à lui, d'où l'embarras des partenaires sociaux et d'où les lenteurs dans la négociation. C'était donc Jacques Delors, ancien conseiller pour les affaires sociales du Premier ministre Chaban-Delmas. Je vous rappelle que demain, nos 3 journaux seront diffusés en direct du Sénat à l'occasion du renouvellement du tiers du Sénat. Et maintenant, je vous souhaite de passer une excellente soirée avec la première chaîne et vous donne rendez-vous pour les dernières informations vers 23 h.